Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Alexandre Alsuette, qui est représentant du comité de soutien de François Asselineau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on se rappelle de son passage ici à Mayotte il y a quelques mois. François Asselineau, vous le représentez sur notre île. Vous nous direz ce qu'il en est justement de son programme pour la présidentielle et notamment si des choses sont prévues pour Mayotte. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler avec vous de cette situation du côté de Chiconi où la colère gronde, les habitants sont montés au créneau. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure après les brefs Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mardi 4 avril. Les agents de la CSSM ont manifesté ce matin devant le siège de leur institution. En grève depuis hier, ils réclament la révision des indemnités de transport, une augmentation du point d'indice salarial et l'application de la retraite complémentaire. Des revendications identiques à celles de 2012 et qui avaient fait l'objet d'un engagement de la part de leur direction. Le point en ouverture de votre journal. Nombreuses sont les personnes talentueuses à Mayotte. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un focus sur un artisan pas comme les autres, Julien Henly. En effet, cet artiste numérique dessine et crée avec des machines. Reportage sur une forme d'art qui met la technologie au service de la création à la fin de cette édition. Hier soir, une foule enjouée de partager ensemble les principes du mois de Rajab et de préparer le prochain Ramadan s'est réunie à Kombani, en présence de grands imams et chers venus du monde entier pour cet événement. Reportage. Et on débute cette édition avec cette grève entamée hier à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Force ouvrière, la CGTMA, la CFE-CGC et la CFDT se sont ainsi constituées en intersyndical pour réclamer, comme ce fut déjà le cas en 2012, l'application de la Convention collective nationale. Une convention qui, sur le principe, avait été accordée suite au protocole de sortie de conflit, mais qui 5 années plus tard est restée lettre morte, d'où la colère des grévistes. Mais cette fois, ils ne comptent pas se laisser faire et entendent bien obtenir gain de cause. Un sujet signé à Bassalidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Deuxième jour de grève au sein de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Hier, les négociations qui ont eu lieu entre l'intersyndicale et la direction n'ont pas permis de trouver un accord et les agents ont donc décidé de poursuivre leur mouvement. Ils attendent désormais un signe parisien dans les prochaines heures. Je rappelle juste qu'on est en grève et en parallèle, on a le secrétaire général UDEFO qui est actuellement à Métropole pour essayer de décrocher un rendez-vous avec les partenaires extérieurs pour déjà, dans un premier temps, ouvrir des négociations. Donc, on espère avoir une réponse d'ici rapidement. Ce sont des revendications qui datent de très longtemps, mais on a un accord qui avait été signé, donc on demande juste la mise en application de cet accord. En effet, lors du précédent conflit en 2012, les agents avaient obtenu des promesses qui n'ont jamais été respectées. 5 ans plus tard, les revendications sont donc pour ainsi dire identiques. On est dans une grève avec 3 revendications principales. La retraite complémentaire pour les salariés de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et les mesures salariales, c'est-à-dire augmentation de salaire plus la prime de transport. Donc le mouvement de grève illimitée en intersyndicale CGT, FO et CFE-CGC a débuté hier. On a eu des premières discussions avec notre direction qui n'ont pas abouti. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous continuons la grève illimitée à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'heure, les discussions sont au point mort, mais la détermination des grévistes est plus que jamais au rendez-vous. On restera en grève jusqu'à ce que nous soyons écoutés. On a tendance malheureusement à laisser pourrir la situation. Donc le personnel de la Caisse de Mayotte n'a pas l'intention de se laisser faire. Nous allons continuer cette grève jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause sur nos revendications. En 2012, le mouvement avait duré de longues semaines, entraînant de nombreuses perturbations. 5 ans plus tard, avec l'application progressive du droit commun, la CSSM joue un rôle bien plus important que lors de la précédente grève. Chacun espère donc que ce conflit trouve une issue favorable, et ce le plus rapidement possible.
On continue à présent avec cette bonne nouvelle, avec l'arrivée prochaine à Mayotte de la protection sociale pour les fonctionnaires référencés au ministère de l'économie et des finances. La Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie disposera ainsi sous peu d'une antenne locale. Et à cette occasion, une assemblée générale s'est tenue aujourd'hui à Koropa afin de présenter aux bénéficiaires les démarches à suivre pour y souscrire. À Mayotte, près de 300 agents sont concernés. On écoute à ce sujet Nourdine Dalani, secrétaire du syndicat Force ouvrière Finance, et Serge Bréchet, président de la Mutuelle générale de l'économie et des finances. C'est une satisfaction totale puisque c'est un aboutissement de plusieurs échanges avec l'instance nationale pour permettre à ce que Mayotte soit reconnu en tant que département à part entière par la mise en place des mêmes structures pour permettre à améliorer, faire remonter les difficultés de couverture et de remboursement des collègues, relayer les problématiques spécifiques de Mayotte au niveau central et bien sûr être de représentants au niveau national des collègues qui sont à Mayotte pour faire valoir les spécificités et faire des propositions pour améliorer le quotidien des agents. Il y a une question centrale qui est celle de l'organisation du système de santé dans l'île, et les adhérents de la MGFI, comme d'ailleurs toute la population de cette île, doit pouvoir bénéficier d'un système de soins à la hauteur de ce qu'est un pays comme la France. Et il faut aussi travailler à cette démarche-là. Et dans le chapitre politique à présent, place à un autre candidat à la présidentielle. Et ce soir, c'est au tour de François Asselineau. À 59 ans, le candidat de l'Union populaire républicaine accède pour la première fois à l'élection présidentielle. Si en 2012, il n'avait pas obtenu les 500 parrainages, cette fois, il compte bien jouer son rôle. Et ce, dès le premier tour prévu le 23 avril prochain. Son programme, ni de droite ni de gauche, a pour axe principal la sortie de l'Union européenne, de la zone euro, mais aussi de l'OTAN. Le point sur ce projet pour la France dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Diplômé d'HEC et de l'ENA, ancien inspecteur général des finances, François Asselineau a d'abord été un cadre du parti souverainiste de Charles Pasqua, le RPF. Un temps encarté à l'UMP, il a fondé l'Union populaire républicaine en 2007 et en est aujourd'hui à la fois le président, mais également le candidat à l'élection présidentielle. Son projet, s'il est élu, adaptera aux conditions de 2017 le programme du Conseil national de la résistance de 1944, car pour lui comme pour le général de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. François Asselineau ne se revendique ni de droite ni de gauche et base sa politique sur le Frexit. Selon lui, la France a été placée dans une triple prison, l'UE, l'euro et l'OTAN sous couvert de modernité. Il souhaite donc la sortie de l'Union européenne, le retour à une monnaie nationale et la fin des traités avec l'OTAN. Il veut également entreprendre une grande réforme constitutionnelle soumise à un référendum afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains, réformer le statut de l'élu avec interdiction du cumul des mandats fixés par une loi organique et l'inéligibilité à vie pour les élus condamnés. Sur le plan économique, il envisage de rétablir le contrôle des flux de capitaux, de réattribuer à la Banque de France son rôle de financement de l'État et des collectivités locales et d'évincer les fonds d'investissement et les grands groupes de toutes les sociétés liées aux services publics, en nationalisant des sociétés comme Veolia, les sociétés d'autoroutes ou encore Vivendi. En matière de sécurité, il souhaite porter à 20 milliards d'euros le budget pour la police et la gendarmerie et interdire toute privatisation dans le secteur de la sécurité et de la défense nationale. Au sujet de l'éducation, il souhaite valoriser les filières professionnelles, offrir l'accès au savoir à tous et favoriser la mixité sociale afin de bâtir une école moderne et sereine tournée vers l'avenir. En ce qui concerne la santé, François Asselineau promet d'assurer un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment les soins oculaires et dentaires. Il affirme que s'il est élu, il lancera une grande politique publique de médecine douce et alternative, encadrée par des expertises médicales incontestables, afin d'offrir une médecine moins uniquement dépendante des grands laboratoires pharmaceutiques. En matière d'écologie, il pose là encore la sortie de l'Union européenne comme préalable à toute politique écologique, mais se prononce par ailleurs en faveur d'un référendum pour consulter les Français sur le sujet. Il souhaite également réduire nos émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le gâchis ou encore créer une taxe verte à l'importation. Enfin, sur la question des Outre-mer et de Mayotte, il veut réaffirmer le principe de continuité territoriale et d'égalité des citoyens, lutter contre le chômage ou encore augmenter les effectifs de la gendarmerie et des surveillants de prison. Selon un sondage IFOP fiducial publié le 22 mars dernier,
il récolte pour l'heure 0,5% des intentions de vote. Un chiffre que ni lui ni ses partisans ne jugent en adéquation avec sa dynamique actuelle. Et justement, le représentant de ce candidat est avec nous ce soir. Il s'agit d'Alexandre Alsuette qui justement va nous décliner un peu le projet qui a été mis en œuvre ici dans ce reportage. Mais du côté de Mayotte cette fois-ci, puisqu'on l'imagine bien, le candidat a prévu des choses pour Mayotte. Alors bonsoir, merci de me recevoir. Je vous félicite pour la façon dont vous avez traité le sujet. Je trouve que c'était très très bien présenté. Alors bien sûr, François Asselineau a fait des propositions qui ne concernent pas spécifiquement Mayotte, qui concernent l'ensemble des dom-toms. Comme ça a été dit dans le sujet, il s'agit de remettre le dom-tom français au centre de la préoccupation des Français, parce que nous trouvons quand même un petit peu dommage et anormal que l'ensemble des dom-toms soient un petit peu laissés pour compte, notamment du fait de notre appartenance à la construction européenne. Vous savez comment on appelle les départements d'outre-mer dans la construction européenne? On appelle ça des RUP. Des régions ultra-périphériques. Voilà, on se demande pourquoi ce sont des régions ultra-périphériques. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne sont pas pleinement intégrées à l'Europe? Nous, on trouve que c'est un petit peu dépréciatif de voir les choses comme ça. Alors justement, Mayotte, quel serait justement le chantier auquel il s'attaquerait en premier, François Asselineau, s'il était élu? Alors Mayotte, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels il faut agir. François Asselineau est venu en juin 2015. C'était la première fois qu'il venait à Mayotte. Il a été extrêmement surpris, extrêmement touché aussi de ce qu'il a vu et entendu. Je pense que les problèmes que connaît Mayotte aujourd'hui sont dus avant tout à un sous-investissement généralisé et chronique depuis environ 30 ans, depuis même, pour Mayotte, on peut dire depuis l'indépendance, depuis 1974, les moyens n'ont pas été mis en place. Et aujourd'hui, évidemment, on en récolte les fruits, c'est-à-dire insécurité, manque d'équipement, manque de routes, manque de tout. Je ne vais pas passer des heures à tout égrener, on est tous conscients de ce qui se passe ici. Alors concernant les dom-toms, le programme exactement de François Asselineau, il y a certaines mesures effectivement qui ont été annoncées comme vous l'avez dit, la continuité territoriale. Il s'agit de permettre d'avoir des billets d'avion beaucoup moins chers pour les Français qui voyagent à l'intérieur de la France, et Mayotte fait partie de la France. Je crois que François Asselineau est très attaché au département français, puisque c'est un legs de l'histoire, c'est un legs qui nous vient de la Révolution française. En réalité, le département, vous savez que ça a été créé parce que on a essayé de découper la France en zones géographiques à peu près égales, qui traiteraient à égalité avec Paris, avec l'État. Et c'est de là que viennent les départements. Et François Asselineau est très attaché, c'est quelqu'un de républicain qui est très attaché à ses valeurs. Et par exemple, dans les problématiques qui justement préoccupent le plus les Mahorais aujourd'hui, on parle de la sécurité, de l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, des choses sont prévues? Alors, ce qui est prévu pour la zone économique de l'océan Indien, c'est déjà, il faut bien comprendre qu'en sortant de l'OTAN et en sortant de l'Union européenne, la France va retrouver sa souveraineté et va retrouver son pouvoir d'agir comme elle l'entend vis-à-vis des pays alentours. Il est évident que dans la zone de l'océan Indien, il y a des pays extrêmement pauvres. François Asselineau est très attaché à l'histoire, et il y a une chose que nous trouvons inadmissible, c'est que actuellement la France verse chaque année à perte, verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en restitue 14 milliards, donc nous perdons 9 milliards chaque année dans l'Union européenne. Et cet argent, il sert à financer des pays avec lesquels, écoutez, nous n'avons pas de problème, comme la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, mais ce sont également des pays avec lesquels nous n'avons pas de lien historique avéré. Ici, dans l'océan Indien, nous avons Madagascar, nous avons les îles des Comores, par exemple, qui sont des anciennes colonies françaises. On peut aussi citer, j'allais dire les Seychelles, je pensais à l'île Maurice, excusez-moi. Ce sont quand même des pays qui sont francophones, qui appartiennent donc à la sphère de la francophonie. Et étant donné qu'ils font partie de notre histoire, nous avons des liens beaucoup plus importants avec ces pays en termes d'échanges culturels, des échanges de population, d'étudiants. Et il est beaucoup plus normal, à notre sens, de nous tourner
avant tout vers des pays qui ont besoin de la France, d'une part, et puis la France aussi doit... aussi sur la coopération régionale, c'est ça? Je ne comprends pas très bien votre... Coopération régionale, vous parlez des pays, des îles environnantes, des îles de l'océan Indien. Oui, tout à fait. Donc, c'est plutôt une coopération internationale, parce qu'il s'agit de pays, d'États souverains, dont on parle. Oui, c'est une coopération régionale au sens géographique, oui, si vous voulez. Régionale, c'est plus logique, et c'est d'autant plus important que ce sont des pays, comme je disais, qui ont une histoire en commun avec nous, et que nous ne pouvons pas laisser sur le bord de la route de la mondialisation. Nous, ce n'est pas comme ça que nous entendons le 21e siècle, et je pense que beaucoup de Français pensent la même chose que nous. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union populaire républicaine, en ce moment, est dans une dynamique immense. Nous recevons en ce moment environ 300 adhésions par jour. Je ne sais pas si vous pouvez voir à quoi ça correspond, mais dans une ambiance où beaucoup de gens sont dégoûtés de la politique, ne veulent plus en entendre parler, on entend dire qu'il y aurait des taux d'abstention qui s'élèveraient à 50%. Donc recevoir 300 demandes d'adhésion, c'est-à-dire ce ne sont pas seulement des gens qui sont sympathisants, c'est des gens qui prennent leur carte à l'UPR. L'engouement est le même ici à Mayotte? À Mayotte, effectivement, c'est évidemment un petit peu moindre. Les gens ne connaissent pas bien l'UPR ici. Moi j'essaye de faire ce que je peux pour la faire connaître. Dans le cadre de la campagne, est-ce que vous avez prévu justement des actions coup de poing à quelques jours, seulement quelques semaines de la présidentielle? Est-ce que vous avez prévu des choses pour rallier le maximum d'électeurs à la cause de François Asselineau? Eh bien, nous avons prévu des passages médiatiques comme celui que nous sommes en train de faire en ce moment. Je crois qu'il y a un débat qui est prévu avec d'autres candidats la semaine prochaine, ici même sur Coésie. Lundi matin également, je serai dans la matinale avec Monsieur Milan pour parler un petit peu encore du programme de Monsieur Asselineau. Nous collons des affiches, nous militons, nous en parlons autour de nous, nous essayons d'intéresser les gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à faire. On est une petite équipe, mais on fait de notre mieux. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alexandre Alsuet, vous êtes, je le rappelle, le représentant de François Asselineau ici à Mayotte. Tout à fait. Merci beaucoup. Et je vous propose maintenant d'aller à la découverte de cet artiste pas comme les autres et dont les œuvres sont plus originales les unes que les autres. Son travail allie tradition et modernité. Et pour ce faire, il utilise des matériaux divers et variés allant du bois au métal en passant par le plastique. Adèle Laurent a pu apprécier son travail dans toute sa splendeur. Elle nous en dit davantage d'ailleurs dans ce reportage. Donc là, on est juste en train de dessiner des sets de table et on va les sortir sur routeur. Donc on va en sortir un pour voir ce que ça donne et après pouvoir sortir plein de modèles après. On va juste nettoyer la surface de la planche pour qu'elle soit beaucoup plus lisse, pour pouvoir sculpter avec des effets beaucoup plus propres. Donc là, c'est la partie routeur, donc on sculpte. Donc des pièces comme ça, nous on en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Mais à la main, des pièces comme ça, on en a pour une demi-journée. Donc un sacré travail. Donc là, ça me permet de gagner du temps et le temps, on dit aussi le prix qui est beaucoup plus rentable pour les gens. Au lieu de passer du temps à sculpter, donc nous on sculpte mais dernière génération avec des machines. Sculpter, graver, découper, c'est le quotidien de Julien Only, artiste numérique. Et dans son atelier, on trouve des fabrications plus singulières les unes que les autres. En effet, métal, plastique, bois, ces machines offrent de nombreuses possibilités de création, comme des grilles de sécurité, des portails, des garde-corps, des grilles de fenêtres, des portes, mais aussi des créations originales. Ce petit carnet qu'on fait ici, donc exactement, c'est avec du contreplaqué, origine 100% Mayotte. Donc on dessine, on fait plusieurs dessins par rapport au choix des clients. Comme ça, ça permet d'avoir une souplesse. Donc plus le dessin est serré, plus c'est souple. Mais on ne fait pas que ça, quoi. Donc on peut très bien faire des petites choses, mais on fait aussi en plus gros. Ça, tout simplement pour un écran. Qui est bien pensé quand même. Donc le support derrière, forcément, qui est toujours là. La partie vidéo qui est encore là. Donc là, tout simplement, on ouvre. Le support derrière qui est déjà sur place. On a juste qu'à poser et c'est pratique.
Grâce à différentes techniques et matériaux, Julien Anly innove donc. En effet, il est pour l'instant le seul à exercer cet art particulier à Mayotte. L'art numérique surtout permet que tout le monde s'y trouve, parce que quelque chose qui a été fait à la main va prendre beaucoup de temps. Et avec une découpe numérique, ça fait gagner du temps et niveau financier aussi, c'est beaucoup plus rentable aussi. Ça offre pour avoir une esthétique beaucoup plus sympa à la maison que d'avoir, par exemple, mettre des grilles en mode vertical, horizontal, en mode prison. Là, on fait les motifs qu'on veut. Vous avez juste le choix de votre motif à ramener et nous, on vous découpe la réalisation pour pouvoir faire quelque chose d'assez sympa à la maison au lieu de mettre des choses assez standards, horizontales et verticales. La possibilité qui est assez large, la seule limite, c'est l'imagination de l'homme. Donc une fois qu'on a ce qu'on veut, nous, on se charge de faire le reste. Et pour sûr, le travail de Julien Anly est à suivre de près, car l'artiste nous réserve encore bien des surprises. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 4 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La fin de la saison sèche est annoncée pour la mi-avril. En attendant ce week-end, il a plu 14 mm à Pamandzi, 16 mm à Mtsamboro, 25 mm à Mzoazia, 28 mm à Vaibé, 38 mm à Mamoudzou ou encore 75 mm à Coconi. Suite à ces pluies, la retenue collinaire de Combani est aujourd'hui pleine à 86% et celle de Dzumoni à 36%. Des chiffres encore insuffisants, mais qui poussent néanmoins les membres du collectif des Assoiffés du Sud à témoigner leur colère. Hier, ils ont bloqué la mairie de Bouéni et empêché les coupures d'eau. D'autres actions sont attendues prochainement, l'un des représentants du collectif ayant affirmé que les membres pourraient couper l'eau à Mamoudzou durant 48 heures, afin que chacun prenne conscience de ce que cela représente. Par ailleurs, les Assoiffés du Sud appellent toute la population à une grande manifestation sur la problématique de l'eau à Mtsamoudou, samedi prochain à partir de 6 h du matin. Le collectif demande également à tous les participants d'apporter une photocopie de leur facture d'eau. Demain devait être prononcé au tribunal correctionnel le jugement de l'affaire mettant en cause une propriétaire qui avait, avec le collectif du Sud, fait expulser sa locataire comorienne en situation régulière en mai 2016. Face aux réquisitions du procureur, le collectif de défense des intérêts de Mayotte avait depuis annoncé qu'il conduirait une action face au tribunal le jour du rendu. Mais l'audience a finalement été reportée à une date ultérieure. Le nouveau procureur de la République ne fera donc pas face à sa première situation délicate, même si ce n'est là que partie remise. En effet, une autre affaire risque de mettre le feu aux poudres. Le 31 mars à Chiconi, un groupe d'individus s'est introduit dans une maison et a cambriolé la demeure de la sœur du député Aboubacar. Pris en chasse par les habitants, les voleurs ont été rattrapés, séquestrés et frappés. Suite à ce traitement, les parents des cambrioleurs ont déposé plainte et les 6 habitants s'étant fait justice eux-mêmes ont été placés en garde à vue hier matin. Ils sont actuellement sous le coup d'une comparution immédiate. Depuis le début de la campagne présidentielle, 3 candidats ont foulé le sol du département, à savoir Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Macron. D'autres comme François Fillon ou Benoît Hamon ont déprogrammé leur visite à Mayotte afin de se consacrer au département voisin de la Réunion. Néanmoins, un soutien du candidat socialiste devrait arriver à Mayotte avant le premier tour, même si pour l'heure l'identité de la personne et la date de sa visite restent inconnues. De son côté, Jean-Luc Mélenchon ne viendra pas, mais possède un soutien de poids à Mayotte, mais également à la Réunion. En effet, Younous Omarji, le député européen de ces 2 RUP, devrait être en visite sur le département prochainement, afin de faire campagne en faveur du candidat de la France insoumise. Et je me tourne maintenant vers Pierre Bellucci, avec qui nous allons aller du côté de Chiconi, avec cette affaire qui aujourd'hui provoque la colère des habitants. Oui, on va pas tout de suite aller vers Chiconi. Juste un petit mot sur la CSSM, parce que on l'a pas dit à la fin du sujet, mais la CSSM, il y a des négociations actuellement. Effectivement, des négociations entre la direction et les représentants syndicaux, l'intersyndicale, des négociations qui ont duré très très longtemps et avec un mot d'ordre de la part des syndicats, rester jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé, s'il faut toute la nuit,
jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, non-stop, mais ils veulent trouver absolument un terrain d'entente rapidement. Donc on en était là il y a encore quelques minutes. La direction était au téléphone puisqu'ils sont en contact également avec Paris. Mais voilà, donc un point sur la CSSM. Est-ce qu'ils vont trouver un accord dans la nuit? Voilà, on ne sait pas. Est-ce que ça va s'arrêter? De toute façon, ils ont dit qu'ils resteraient sur place, quoi qu'il arrive, même si la direction décidait d'arrêter les négociations pour aujourd'hui. Véritable coup de force donc de l'intersyndicale du côté de la CSSM. Tout à fait. Chiconi maintenant. Chiconi, oui. Alors effectivement, on l'a vu dans les brèves. Cette affaire, alors ça a été aussi rappelé dans les brèves. Demain, il y avait ce jugement, le jugement de Salama, qui est accusé d'avoir décasé une personne en situation régulière qui louait l'un de ses appartements. Donc le jugement a été reporté. Mais il se trouve qu'il y a finalement cette affaire qui vient quelque part s'ajouter parce qu'effectivement il y a des liens dans la colère à Mayotte et beaucoup ont fait le lien entre le fait que pas forcément entre immigration et délinquance parce qu'on est sur un fait de délinquance là et des cambriolages mais sur le fait que effectivement il y a plein de problèmes à Mayotte et certains ont l'impression que la justice ne va jamais dans leur sens. Bon, il y a des faits, les faits ils sont là, il y a des faits de violence. Si on respecte le droit, bien entendu, c'est normal qu'il soit aujourd'hui en garde à vue. C'est toujours ce qu'il faut rappeler. Maintenant, il y a une colère parce qu'il y a une incompréhension de la population qui est cambriolée régulièrement. Les cambriolages. À décembre dernier, on le rappelle. Tout à fait. Alors là, ça s'est passé donc le 31 mars dernier, cette affaire-là. Ils sont en garde à vue depuis hier matin. Donc on rappelle, il y a eu un cambriolage. Les individus ont été arrêtés, ils ont été passés à tabac, séquestrés, passés à tabac, et ils ont porté plainte, les parents des cambrioleurs ont porté plainte et ça a amené les policiers à aller chercher les personnes qui étaient auteurs de la séquestration et des coups sur les cambrioleurs et ils sont actuellement entendus en garde à vue et ils sont sous le coup d'une comparution immédiate. Effectivement, la colère, elle vient du fait que les forces de l'ordre n'arrivent pas du tout à enrayer la dynamique des cambriolages. Il y en a tous les jours aux 4 coins de l'île. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a une protection des cambrioleurs quand ils sont attrapés par la population. Alors on se souvient qu'à une époque, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient appelé justement à faire en sorte que lorsque un cambrioleur était attrapé, on appelle immédiatement les forces de l'ordre puisque c'était à eux ensuite de jouer leur rôle. Là, ça n'a pas été fait. Et forcément on voit que derrière les conséquences ils se sont fait justice eux-mêmes et la justice va se retourner contre eux. Donc c'est tout ce climat, ce climat ambiant qui est très compliqué, qui est très tendu et effectivement cette affaire elle va faire encore beaucoup de bruit parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'il y a une colère et parce que encore une fois la justice va être pointée du doigt par une partie de la population qui a l'impression qu'elle est contre elle et qu'elle n'est pas suffisamment juste. Mais c'est compliqué parce qu'on est aussi dans des termes de droit et en termes de droit, on ne peut pas se faire justice soi-même. Ce qui n'apaise pas le climat actuel que l'on connaît, Pierre. Non, ça apaise absolument pas le climat actuel. Déjà, effectivement, le CODIM est très remonté. Demain, il y a quelques minutes, il y avait un cortège qui s'est concentré à Chiconi, donc là où ça s'est produit, là où les personnes aussi sont en garde à vue. Ils se sont réunis. Ils prévoient demain matin de se rendre devant le tribunal de grande instance pour manifester vers 10h. Donc effectivement, encore une fois, on va avoir des personnes dans la rue, des personnes très en colère. Mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait qu'à une époque, il y a eu beaucoup de messages de la préfecture, mais aussi de certains collectifs qui disaient il ne faut absolument plus faire justice soi-même, il faut appeler les forces de l'ordre lorsqu'il y a un cambriolage. Alors certains vous diront oui, mais 2 heures après, ils sont libérés, donc maintenant on s'en occupe nous-mêmes. Et on en revient à la Guyane, les 500 frères, voilà, c'est tout le risque qu'il y a à Mayotte aujourd'hui si les autorités ne font pas leur travail et ne mettent pas fin à ces cambriolages et à cette insécurité sur le département. Une affaire qu'on va suivre de très près du côté de KTV. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et vous le savez, nous sommes à moins de 2 mois avant le début du Ramadan. Alors en attendant ce mois sacré, les fidèles se préparent en abordant la période de Rajab avec piété et ferveur. 7e mois lunaire du calendrier musulman qui constitue également l'un des 4 mois sacrés de l'islam. Le Rajab a débuté jeudi dernier. À cette occasion, l'association Moultakanour organise depuis la fin de la semaine dernière et jusqu'au 6 avril une tournée de Majlis dans toute l'île. Et hier, c'est le village de Combani qui accueillait l'événement. Reportage de Sony Chamsidine. C'est un stade noir de monde, à l'écoute des prêches, des invocations et des douans. Grand imam et cher reconnu du monde musulman,
se succèdent devant les fidèles. À Kombani, le moment était celui de l'adoration de Dieu et son prophète Mahomet pour les musulmans. Une rencontre dans la lumière pour honorer une période, celle de Rajab, un des 4 mois sacrés du calendrier musulman. C'est un mois d'adoration, comme le restant des mois, vous me direz-vous, mais c'est un mois dans lequel a eu lieu un événement qui est celui de la prescription de la prière, et qui se trouve être le principal pilier de l'islam. Donc c'est un mois qui se distingue des autres mois de par cette charge honorifique et surtout déterminante de la foi du musulman. Pour l'association Multaka Nour, cette 9e édition de Majlis est de nouveau un succès. Au fil des années, l'événement est devenu incontournable dans le territoire. De plus en plus, les Mahorais viennent nombreux et en masse surtout dans cet événement. Donc oui, ça gagne le cœur de Mahorais car ils voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un cadeau que Dieu nous a offert. Donc on doit honorer sa personne, prier beaucoup en son nom et honorer l'islam. C'est un événement qui met en valeur l'islam à Mayotte, mais aussi qui fait connaître notre pays en une bonne image, qui donne une bonne image de notre pays à l'extérieur. Créée en 2004, l'association Multaka Nour sillonne l'île et réalise plusieurs activités religieuses dans un département français où plus de 90% de la population est musulmane. Au cœur de la pédagogie des membres fondateurs, la présentation d'un islam modéré. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens de l'importance de l'islam, qui est une religion de paix, que un enfant musulman qui a eu une éducation musulmane, c'est sûr qu'il aura un bel avenir. Le mois de Rajab, l'occasion également de préparer l'arrivée prochaine du Ramadan. Le début de la période de jeûne est prévu pour la fin du mois de mai. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV.